Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 2 février. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative pas mal inspirante à laquelle vous pouvez facilement contribuer. Vous allez voir, grâce à un partenariat avec Veritree, un arbre va être planté au Canada pour chaque commande en ligne faite sur le site de NAC. Ça veut dire qu'en commandant les meilleurs produits de nutrition sur le marché, tu participes à la restauration des forêts canadiennes. Planter un arbre n'aura jamais été aussi facile. La province ciblée dans l'initiative, c'est la Colombie-Britannique suite aux feux de forêt qui ont rasé plus de 1,3 milliard d'hectares. Vous savez, on pratique un sport qui est intimement lié à la préservation de nos forêts. Puis si on veut pouvoir le pratiquer longtemps, il faut prendre soin de notre terrain de jeu. Pour contribuer à la plantation d'arbres, va sur le nac.com, remplis ton panier avec des produits et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci NAC pour la belle initiative. Merci à vous qui allez aller acheter des produits pour planter des arbres. Et tout le monde, je vous souhaite un bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 182e épisode. Écoutez, c'est un café du vendredi, je ramène le concept. Je vais le faire une fois de temps en temps, je vous l'ai dit. En 2024, on y va avec un épisode aux 2 semaines, mais peut-être que parfois, une fois de temps en temps, quand il y a quelque chose qui vaut la peine d'être raconté, il y aura un café du vendredi qui vient entre 2 épisodes réguliers. Il y aura peut-être des fois des séries avec Richard, avec Marianne, mais on s'en tient avec un épisode aux 2 semaines et aujourd'hui, je ponctue ça d'un café du vendredi. Il s'est passé beaucoup de choses, principalement l'histoire qui a opposé Kilian Jornet et Zach Miller avec l'UTMB. Ça a fait couler beaucoup d'encre, puis il s'est passé beaucoup de choses. Fait qu'un peu plus tard, je vais vous le raconter. Mais tant qu'à faire un café du vendredi, je me suis dit, on va garder la formule intacte du printemps passé. Plein de petites nouvelles par rapport au trail. Une entrevue à la fin avec des invités. On se lance. Êtes-vous prêts? Let's go. Première chose, le Coastal Challenge au Costa Rica. Vous le savez, c'est une course par étapes. Je vous en avais parlé l'année passée parce que Marianne Logan y avait participé. C'est une course qui est partenaire avec le Trans-Charlevoix. Cette année, je sais qu'il y a 3 Québécois qui vont y être. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ces 3 Québécois-là, je le sais parce que je les connais. C'est des gens qui sont venus au podcast par le passé. Donc, Marlène Côté va être au Coastal Challenge. Natacha Gagné, que vous entendez chaque semaine dans le segment de la Minute de la Coach, elle va être là. Et Jeff Cochon va être là également. Donc, on va suivre ces 3 Québécois-là. S'il y en a d'autres qui sont là, faites-moi signe. On va vous suivre, c'est certain. C'est toujours le fun parce que l'hiver, il y a moins d'événements. Fait que tous nos Québécois qui participent à différents événements un peu partout dans le monde, on peut les suivre. Autre truc que je vais vous parler, c'est que le week-end dernier, dans un événement de skimo à Radstadt en Autriche, il y a un record de Kilian Jornet qui date de 2019 qui est tombé. C'est l'athlète autrichien Jakob Hermann qui a fracassé le record du plus de mètres de dénivelé positif en 24 heures sur une pente de 2,5 km qui faisait, je pense, 710 mètres de dénivelé. Il a cumulé un grand total de 24 242 mètres de dénivelé en 24 heures. C'est plus de 1000 mètres à l'heure pendant 24 heures. Ça fracasse le record de Kilian par plus de 750 mètres. Je sais, c'est pas une nouvelle de trail, mais vous comprenez que ça concernait Kilian. Fait que là, je me suis dit, c'était pertinent pour l'épisode. Pour vous donner une petite idée, le record de dénivelé positif en 24 heures à la course, donc pas en skimo, c'est de 18 767 mètres. Puis c'est Christophe Nonorgue qui le détient. En mai 2022, il avait pulvérisé le record de Aurélien Dunant-Palaz, qui est pas n'importe qui. C'est le gars qui a gagné la Hard Rock et la Diagonale des Fous l'année passée. Donc, voilà. Autre chose, ça fait 2 semaines de ça, mais je veux en parler brièvement parce que la Bandera 100 kg a eu lieu aux États-Unis. Je voulais vous en parler surtout parce que il y a un Québécois, Alexis Lucier, qui a terminé en 6e place avec un impressionnant chrono de 10h11 pour 100 km. C'est immense, donc félicitations à Alexis. Je sais pas s'il y avait d'autres Québécois qui étaient là. Moi, c'est le nom que j'ai retenu. C'est un gars que je connais bien, puis je le félicite. C'est très, très cool de voir des Québécois comme ça qui chauffent les fesses des Américains. Très, très cool. Un autre truc d'un Québécois qui a fait de quoi à l'international,
Encore une fois, je m'éloigne un petit peu du trail pur, mais ça vaut la peine. Le Québécois Gabriel Lemieux a suivi les traces de ses idoles Fernanda Maciel et Kilian Jornet en atteignant le sommet de l'Aconcagua, le toit de l'Amérique avec ses 6962 mètres d'altitude. Il a atteint le sommet en 28h37. Ça lui donne le meilleur temps canadien de l'histoire. C'est immense ce qu'il a accompli. Donc, félicitations Gabriel. Je sais que c'est un gars qui fait du trail au Québec, qui a participé à des événements dans le passé. Donc, on le félicite. C'est immense cet accomplissement-là d'alpinisme / course en sentier. Donc, vraiment très impressionnant. Autre chose, au moment de la diffusion de cet épisode, on va être à la veille de la 4e édition de la Racine d'Or, la fête du trail québécois. Vous le savez peut-être, la remise de prix se déplace de région en région. Donc, après Québec en 2021, Bromont l'année passée, c'est au tour de Val-Morin dans les Laurentides de nous accueillir. J'ai la chance de faire partie du comité organisateur de la Racine d'Or avec Richard Turgeon, Mélodie Gilbert, Julien Lachance, Nicolas Fréret, Johan Rock, tout du monde que vous avez entendu au podcast dans les 181 derniers épisodes du podcast. Mais c'est 12 racines qui vont être remises samedi soir pour une foule de catégories, dont la performance de l'année, la photo de l'année, le bénévole de l'année, etc., etc. Mais à la Racine d'Or, on se prend pas au sérieux. Puis honnêtement, on s'en fout un peu à qui la racine va. L'objectif, honnêtement, là, c'est de créer un événement de la communauté trail en plein hiver, puis d'honorer la 50aine de personnes qui sont mises en nomination. C'est ça qu'on célèbre, les nominés. Après ça, qui c'est qui repart avec le bout de bois? Tant mieux pour lui, c'est le fun, mais honnêtement, c'est vraiment juste pour faire connaître des réalisations de la communauté. Allez suivre la Racine d'Or sur Facebook, Instagram. Restez à l'affût pour avoir des nouvelles de la soirée. Tous les nominés sont présentement listés sur le Gala Racine d'Or, en un mot, galaracinedor.ca. Voilà. Avant qu'on passe à l'entrevue, on arrive à la pièce de résistance, le sujet dont je voulais vous parler, qui a été l'idée initiale de ce café du vendredi-là. Le bras de fer qui s'est opéré entre l'UTMB et deux coureurs qui sont bien connus de la communauté trail internationale, Kilian Jornet et Zach Miller. En fait, si vous suivez le sport de près comme moi, cette histoire-là, elle sera pas nouvelle pour vous. Par contre, c'est gros ce qui est en train de se passer dans notre sport, puis je crois que c'est important de l'expliquer. Pour ceux et celles qui suivent un peu moins les actualités internationales du trail, ça va faire suite à ce qui s'est passé entre l'UTMB, Ironman, Ultra Trail Whistler et Gary Robbins, que je vous avais expliqué en compagnie de Samuel Ouellette à l'épisode 170. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail, mais disons que ça avait mis en lumière des pratiques que certains ont décrites comme douteuses quant à la manière de l'UTMB World Series et plus particulièrement de son partenaire nord-américain Ironman à gérer ses courses et son développement sur notre continent. Comme pour l'épisode avec Samuel, je vais essayer de vous dresser le portrait de la situation en tentant de rester le plus possible sur les faits, moins dans l'émotion. Ça a été un match de ping-pong, cette affaire-là, avec beaucoup d'allers-retours entre les différentes parties. Alors, je vais essayer de vous décrire ça le plus simplement possible en 5 choses qui se sont passées. Donc, on va y aller chronologiquement. Première chose qui s'est passée. Il y a un courriel confidentiel qui était co-signé par Kilian Jornet et Zach Miller qui a été envoyé à des athlètes ciblés. C'est un coach qui l'a partagé en critiquant fortement le geste. Au début, on pensait que le courriel était peut-être relié à la Pro Trail Runners Association, qui est une organisation d'athlètes en trail qui peut avoir des airs de syndicat, qui a été fondée par Kilian. La Pro Trail Runners Association a plus tard dit qu'il n'avait pas été impliqué là-dedans, qu'il n'était pas au courant. C'était vraiment un courriel qui partait de Kilian Jornet et de Zach Miller, de leur propre initiative. En résumé, le courriel invitait les athlètes à venir compétitionner contre Kilian, contre Zach, à un autre événement que l'UTMB. Ça disait que malgré l'impact positif de l'UTMB pour le développement de notre sport, ils sentaient que la direction prise par l'organisation n'était pas optimale, qu'il était possible d'avoir des objectifs capitalistes dans notre sport, mais sans pour autant écraser les autres joueurs. Le courriel terminait en rappelant que les athlètes, s'ils se tiennent ensemble, ils ont une voix forte dans la communauté. Ensemble, ils peuvent envoyer un message fort à l'UTMB puis à Ironman en choisissant une autre course pour compétitionner ensemble en 2024. Le courriel a vite été vu comme un genre d'appel au boycott. Quand on regarde factuellement le contenu du courriel, c'est un peu plus doux que ça, mais c'est parti en vrille, puis tout le monde y a acheté son grain de sel. Deuxième chose qui s'est passée, l'UTMB a répondu, puis plus vite cette fois-là que dans le temps du scandale à Whistler. Ça avait été long, là, dans ce cas-ci, ça a pris quelques jours. C'est un post Instagram un peu fade,
sans grand contenu qui a été partagé. Là, je me permets de juger. Je disais que j'allais rester dans les faits, puis bon, deuxième événement, je suis déjà plus dans les faits, mais en fait, comme l'épisode avec Samuel, je me permets de mettre mon grain de sel parce que, tu sais, la communication en gestion de crise, c'est ça mon expertise dans la vie. Puis je trouve que ça a été un échec de la part de l'UTMB, ou en tout cas, pas tant un échec, plus qu'une occasion manquée. C'est un message qui était long, qui était lourd, qui adressait pas vraiment de front le vrai sujet. On rappelle beaucoup de faits là-dedans, les origines de l'organisation, sur qui sont l'UTMB, World Series, Ironman, on décrit tout ça, mais on donne pas vraiment d'éléments de réponse à la critique qui était faite par Kilian Jornet et Zach Miller dans leur courriel. Ils ont quand même terminé avec un message d'ouverture au dialogue, que toutes les voix de la communauté étaient valables, mais pour moi, c'était un peu vide comme réponse à la critique, puis surtout à l'ampleur de cette situation-là, ce que ça a pris comme ampleur dans la communauté. Ça prenait une réponse qui avait un peu plus de contenu. Troisième chose qui s'est passée, Kilian a publié un post sur ses médias sociaux qui est allé un peu plus loin sur ses motivations que dans le courriel original. Il a rappelé l'importance puis l'héritage de l'UTMB sur notre sport, sur l'apport important de la famille Poletti. Il a amené plus de détails sur sa critique de l'UTMB World Series puis du partenariat avec Ironman plutôt que de focusser sur l'événement UTMB à Chamonix lui-même. C'est là peut-être la distinction qu'il a voulu faire. On comprend que Zach Miller puis lui ont voulu utiliser l'événement UTMB pour mettre une pression sur l'organisation globale de l'UTMB World Series. Kilian a révélé avoir eu une rencontre le 23 janvier avec le CA de l'UTMB pour faire suite à son courriel original. Il s'est dit encouragé parce qu'il a entendu, qu'il sent que la ligne de communication est ouverte des deux côtés puis que l'UTMB semble vraiment vouloir écouter les critiques puis modifier certaines de ses pratiques. Il a terminé en rappelant que Zach et lui n'ont pas voulu créer de la discorde, mais plutôt de faire grandir le sport du trail en honorant son héritage puis ses valeurs. Quatrième chose qui s'est passée, François Den, une autre légende du sport qui a gagné 4 fois à l'UTMB, lui aussi, comme Kilian, il a acheté son grain de sel. Dans une publication sur ses médias sociaux, il a expliqué pourquoi il allait supporter ses confrères puis pas participer à l'UTMB en 2024, mais tout en démontrant une belle ouverture puis en disant avoir hâte de retourner à Chamonix en 2025. Une réponse très classe, très mature, à l'image du grand homme qui est François. J'adore comment il ouvre son message. Je le cite, je vous le lis. Je ne savais pas qu'un email pouvait réveiller la planète Trail en plein hiver, avec un petit bonhomme emoji qui rit, qui pleure de rire. Il dit « J'ai reçu ce mail et je ne l'ai pas perçu comme un appel au boycott, mais comme une prise de hauteur intéressante sur ce que devient le paysage des compétitions de trail. » Autre citation intéressante dans son message, il dit « Kilian et Zach ont raison. Il y a de belles courses ailleurs et cela serait dommage de réduire le trail à l'UTMB et je ne pense pas que c'est ce que l'UTMB souhaite. Cela serait contraire à l'ADN de notre sport et à sa dimension d'exploration qui constitue la genèse de notre pratique. » Bref, un message très fort de François qui est venu mettre un peu de douceur là-dedans tout en critiquant, tout en supportant Kilian et Zach. Il a quand même réussi à ajouter un peu de douceur dans tout ça, puis de mettre de l'eau dans le vin de tout le monde. Bon, mauvais jeu de mots parce que François est un vigneron, mais c'est lui qui a mis l'eau dans le vin. Voilà, c'est dit. Cinquième et dernière chose qui s'est passée, entre guillemets, jusqu'à maintenant, parce que ça pourrait continuer, mais au moment de diffuser l'épisode. Catherine Poletti, la cofondatrice de l'UTMB, qui a toujours réussi à préserver l'aspect très entreprise familiale de l'UTMB, est venue ajouter son grain de sel dans un message plus personnel que moi je l'ai vu sur le média social LinkedIn. On est loin du message corporatif que l'UTMB a répondu initialement. Son titre est évocateur. Non, nous n'avons pas changé. Nous avons juste pris quelques années, mais nos valeurs sont intactes. Voilà, c'est son titre. Un long texte dans lequel elle rappelle les origines de l'UTMB. Elle rappelle également que la perfection n'existe pas puis qu'elle et son équipe sautent dans l'arène pour s'engager, s'exposer et essayer du mieux qu'ils peuvent. Le groupe UTMB compte seulement sous la loupe parce que c'est la plus grande organisation de notre sport. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'ils essaient des affaires, mais pour vrai, il faut leur donner. Ils sont capables de s'adapter, d'admettre leurs erreurs, de retourner à la planche à dessin. Ils nous l'ont montré avec la dizaine d'itérations de changements de processus des Running Stones d'index UTMB de points qualificatifs. Fait que, rappelle qu'ils peuvent pas être parfaits puis qu'ils ont tenté de mettre en place ce système-là puis qu'ils sont ouverts à la communauté, aux critiques. Fait que c'est là qu'on est rendu. Je dis que c'est la cinquième et dernière chose.
à ce jour, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite dans tout ça. J'ai essayé de vous présenter les 5 grandes choses qui se sont passées dans cette saga, mais maintenant, moi, ce que j'en pense, encore une fois, au-delà de qui est le méchant puis qui est le gentil dans tout ça, c'est juste désolant pour notre sport, pour notre communauté qui se veut inclusive, ouverte, sympathique, pas trop sérieuse. De voir une affaire de même se passer, c'est vraiment désolant, tu sais. Ensuite, je trouve que c'est une bonne manière de mettre la pression sur l'UTMB et Ironman. C'est pas une manière parfaite, faut l'admettre, mais c'est un bel essai. L'UTMB a affiché des chiffres records pour son tirage au sort en 2024. Il continue de faire de l'argent en masse, avec ou sans la controverse de l'Ultra Trail Whistler, puis qui a un peu lancé tout ça. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui veulent y participer, puis c'est correct. Mais je pense que la tentative ici de Kilian Jornet, Zach Miller, c'est pas de heurter financièrement l'UTMB, c'est de heurter sa réputation de sommet mondial du trail où tous les meilleurs au monde se retrouvent. T'sais. Historiquement, l'UTMB a toujours eu un rôle double, faire rêver les coureurs amateurs comme moi, comme vous qui écoutent, qui souhaitent y participer un jour, mais aussi de regrouper les meilleurs athlètes au monde. Pendant des années, les coureurs élites choisissaient des courses un peu partout dans le monde dans leur année, mais à leur calendrier, à la fin du mois d'août, c'était toujours une des épreuves de l'UTMB qui était là. Par leur tentative, Kilian puis Zach puis les autres qui vont emboîter le pas, ils veulent mettre une pression sur ça, sur cette notion-là de sommet mondial du trail, les meilleurs ils sont tous. Par contre, je pense que c'est encore légitime pour un athlète élite de vouloir faire l'UTMB, même après tout ça. C'est une visibilité qui est immense, puis c'est souvent une façon d'aller chercher des commanditaires, puis espérer vivre un peu mieux de ce sport-là qui est encore très précaire pour les athlètes pros. Dans le futur, peu importe l'issue de ça, peu importe votre position, il ne faudra pas taper sur les athlètes qui décident quand même d'aller faire l'UTMB. Faut rappeler que Zach Miller, Kilian Jornet, ils ont la chance d'être des athlètes quasi légendaires qui roulent leur boss depuis très longtemps. Ils n'ont plus besoin de faire l'UTMB pour bien gagner leur vie avec le trail, mais ils font partie d'une classe à part où il y a très très peu d'athlètes. Pour les autres, l'UTMB, ça reste l'avenue la plus sûre pour rayonner puis espérer se professionnaliser. Donc, je comprends la position de Kilian, de Zach. Je partage leur envie de faire bouger les choses. Mais je pense que ça va être difficile d'avoir vraiment un grand mouvement de masse avec tous les athlètes élites du monde entier pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Donc voilà, c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire sur les médias sociaux. Je suis curieux d'entendre votre lecture de cette situation-là, ceux qui l'ont suivi. Je suis curieux d'entendre vos idées, vos opinions là-dessus. C'est un dialogue collectif, tout ça, puis toutes les opinions sont valables. Je pense que le but, c'est juste on veut tous le mieux de notre sport, puis on veut faire changer les choses quand on voit des choses qui nous révoltent. Donc voilà, tant mieux si ça vous fait réagir. Maintenant, c'est le temps de passer à la deuxième partie de l'épisode, l'entrevue. On se reparle de l'autre côté avec 2 invités avec qui j'ai eu beaucoup de fun. Allez, on se voit de l'autre bord. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. On a reçu beaucoup de questions, puis une qui m'a beaucoup interpellé, les séances d'intervalle en hiver sur des surfaces qui glissent avec du vent de face qui est froid. Comment on fait pour adapter ces séances-là aux conditions extrêmes de l'hiver? Ouais, là, t'as vraiment mis des conditions extrêmes. C'est ce qu'on a au Québec. Ouais, c'est vrai. Mais ça dépend de la manière dont nos intervalles sont programmés. Tu sais, il y a certains entraîneurs qui vont prévoir des intervalles en distance, puis qui vont associer un temps à cette distance-là. Là, ça, c'est sûr qu'on peut pas faire ça en plein hiver, dans une tempête de neige et ou sur une surface glacée. Fait que distance, temps, c'est plus difficile de le faire comme ça. Maintenant, on peut y aller en temps versus perception de l'effort, dans le sens où on peut faire 1 minute d'effort à tant de pourcentage d'intensité, par exemple à 60-70% ou 6-7 sur 10 d'intensité. Ça, je trouve ça un petit peu plus logique l'hiver, d'y aller en temps versus effort. Maintenant, si vous avez des objectifs très précis, bien, ça vaut la peine d'aller faire nos intervalles à l'intérieur. Donc, voilà comment conserver vitesse pendant l'hiver. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue. Loïc, Xavier, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci d'être là. Merci à toi. Ouais, merci de l'invitation.
Loïc, on s'était parlé à l'épisode 143 l'année passée, il y a un an, jour pour jour, dans un café du vendredi comme ça, pour parler de l'épisode Nord, des épisodes Nord qui sont une espèce de petit frère du Festival Nord qui se déroule dans la grande région de Québec, mais là, un événement trail. Ça a eu lieu l'année passée, je vais vouloir qu'on revienne là-dessus, mais là, t'es là pour en reparler. Puis là, on s'est dit, tant qu'à jaser, on va inviter quelqu'un qui l'a aussi vécu. Fait que Xavier, t'es un coureur de trail, je suis allé voir, t'as fait plein d'événements dans les dernières années. T'étais au Festival Nord l'année passée, donc je suis content de vous avoir les deux. C'est le fun d'être là. Merci de l'invitation. En fait, je t'en donne une perche, puis c'est le fun d'être là encore à nouveau pour te parler de l'événement et de cette première édition-là. C'est cool. Ben, c'est cool parce que moi, j'ai pas eu la chance de le vivre comme bien des gens qui étaient là, mais j'en ai entendu parler. J'ai l'impression qu'il y a 2 ans, on parlait de tous ceux qui étaient au Trans-Charlevoix, organisé par Événement Arcana, ont capoté. Puis ceux qui n'étaient pas là n'ont entendu parler et ont fait « Hey, j'aurais dû être là ». J'ai eu l'impression que dans la communauté trail, il y a eu un peu la même affaire avec l'épisode Nord de Trail. Moi, je n'étais pas disponible pour cette fin de semaine-là pour participer. Puis la semaine après, bon, on parle jase avec des gens de la communauté, des amis de trail. Puis ceux qui étaient là ont vraiment, vraiment trippé. Puis là, t'es comme « Ah merde, là, j'ai le faux mot dans le piton. Il aurait fallu que je sois là. » Fait que là, on est là pour amplifier ce faux mot-là, puis peut-être donner le goût aux gens d'aller l'essayer cette année ou dans les années à venir. Revenons à la base. Loïc, l'année passée, c'était la première édition des épisodes Nord. J'invite les gens à aller réécouter notre discussion, mais là, toi, maintenant, quelques mois après cet événement-là, comment s'est passée la première édition? C'était une réussite, honnêtement. C'est tout le temps spécial, ultimement, là, quand tu crées un événement à partir de zéro. Puis, tu sais, nous autres, le Festival Nord, on est comme bien dans nos bottines, mais ça faisait longtemps. En fait, depuis 2018, on n'avait jamais repris un événement de zéro. Fait que, tu sais, on a comme revécu une première édition, puis on avait un peu oublié c'était quoi, mais pour de vrai, c'était une super réussite. Tu sais, on contrôlait certains paramètres, on a voulu créer une expérience de fun, mais ultimement, je pense que c'est tout le temps en fait, fonction c'est tout le temps la communauté qui participe à l'événement qui ajoute cette touche-là spéciale à l'événement. Puis la réponse a été super belle. Puis honnêtement, ça a été un super beau week-end rempli de surprises. Il a fait super beau. Puis on est super fiers. Tu sais, on a déjà des petits ajustements prévus pour 2024. On a des nouveautés qu'on a amenées en 2024 au niveau de la billetterie. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que super belle édition. Puis je sais pas toi, Xavier, comment tu as vécu ça, mais tu sais, je pense que la réponse a été bonne, fait qu'on est bien content. Ben oui, Xavier, j'aimerais ça t'entendre d'un point de vue coureur. Toi, comment tu avais entendu parler de cet événement-là? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette course-là dans ton calendrier? Ouais, ben moi, en fait, je pense que je sais pas comment ça fonctionne avec vous, Loïc, là, mais le monde qui ont fait la publicité, là, moi, c'était dans mon algorithme Instagram. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je l'ai vu passer là, ça vraiment, vraiment souvent. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Ensuite de ça, je te cacherai pas que moi, je suis un gars des Laurentides, puis j'aime beaucoup aussi la Naudière. J'ai connais ces sentiers-là. Il y a aussi le IP Fun Run qui est de Jean-Philippe Lebeau et d'autres sections là, qui est là-bas. Donc, les sentiers de Nord passent dans les contreforts. Donc, eux qui connaissent pas les contreforts, là, ça brosse. Moi, j'aime ça quand c'est technique. Donc, ça, c'était comme un autre aspect de plus qui a fait en sorte que c'était comme un no-brainer. Là. Je voulais vraiment y aller. Ensuite de ça, j'avais jamais vraiment fait non plus des courses sur 2 jours, comme le Trans-Charlevoix. Ça, c'était un autre truc qui me donnait le goût d'essayer. Puis peut-être juste aussi, je trouve que ça tombe vraiment dans un moment dans l'été, dépendamment de ton calendrier, que tu peux te permettre de faire ça, puis même que tu peux t'en servir comme week-end choc pour des courses plus tard. Ouais. Donc c'est vraiment sa localisation, son temps dans l'année, puis ses critères techniques, puis c'est pour le fun. Donc pas de chrono, pas de dossard, c'est malade. J'en connais pas beaucoup des courses comme ça. Donc c'est très esprit trail comme type d'événement, j'ai l'impression. C'est vraiment le genre d'événement qui fait vibrer la communauté, comme tu dis. Pas de dossard, c'est en mode multijour. Puis ça, je pense, ça amplifie l'expérience du coureur, de la coureuse, les gens qui sont là, parce que, ben, on le sait, là, une ligne d'arrivée, tu jases après, tu célèbres un peu, tu racontes ton histoire avec les autres, tu revois du monde qui t'a croisé dans la course, parce que ça, tout le monde s'en va chez eux. Là, dans ce cas-ci, ben, le monde reste sur le site, fait que c'est sûr que ça amplifie l'expérience, hein. Exact. Ben ça, c'est ce que j'ai aussi retenu le plus quasiment de cette fin de semaine-là, c'est que
j'aime bien rester sur les sites d'événements, là, peu importe quel autre événement que je participais dans le passé, que j'étais comme aussi dans le monde du vélo de montagne. Donc, moi, j'aimais ça, rester là avec les écuries de vélo, voir les mécaniciens, les sponsors, tout le kit, puis parce qu'elle est là, l'ambiance, tu sais. Mais quand on va à des courses, qu'on a logé, on a réservé un Airbnb, par exemple, ben, je veux pas, faut partir de l'événement. Puis des fois, dans mon cas, moi, je trouve que ça down la journée, tu sais. Donc, de dormir sur place en faisant du camping, le hype là, il est stable là, tout le long de la fin de semaine, puis ça tisse des liens entre les gens. La deuxième journée, tu cours avec du monde que tu as découvert la veille, donc c'est vraiment, vraiment cool. Là. T'en parlais un peu, on dirait que la Naudière, je pense qu'il y a toujours eu des beaux sentiers, mais depuis quelques années, avec l'IPA Fun Run, avec les épisodes Nord, avec Anne Champagne, qui est une ambassadrice de notre sport, qui vient de cette région-là, puis qui parle de ces sentiers-là, puis que chaque fois qu'elle est dans ce coin-là du Québec, elle nous partage des images de ce qu'elle vit. J'ai l'impression que la Naudière est en train de se positionner comme une place avec un super réseau de sentiers. Tu le disais, c'est assez technique. Pour les gens qui écoutent, décris-nous un peu ce type de sentier-là, au-delà de ces techniques. Est-ce que c'est montagneux? Y a-t-il des portions un peu accélérées? Toi, qu'est-ce que tu te rappelles de ton expérience là-bas? En fait, c'est les sentiers nationaux. Donc, c'est un sentier qui traverse le Canada. Donc, ça, c'est le secteur de la Matawini. Je le sais parce que avant même de courir, je l'avais fait à la marche sur 5 jours. Okay. Puis c'était quand même intense, là, justement, parce que c'est très serré. C'est pas un sentier très large. Beaucoup de racines à découvert, beaucoup de roches. Puis, par exemple, le sentier des Contreforts, c'est à dents de scie, là. C'est vraiment là, ça arrête pas. T'es pas capable de garder une cadence ou un pace constant. Là. Ça monte, ça descend. C'est un sentier, je pense que t'as comme 1500 mètres sur 30 kilos. Là, c'est quand même assez brutal. Ouais, c'est un bon projet. C'est ça. Donc, en gros, s'il y a des portions que tu peux ouvrir les jambes puis accélérer, ça serait entre des sentiers, entre des portions de sentiers. Là. Donc, quand tu retombes sur la route ou dans des campings, puis après ça, tu rentres dans les sentiers, ça serait pas mal juste là que tu pourrais y aller. Mais sinon, oui, c'est pas mal de la roche, de la racine, des pitchs après des pitchs, puis des descentes, puis tu remontes, puis ouais. Loïc, comment vous avez tracé ces sentiers-là? Comment vous avez choisi vos parcours dans ce terrain de jeu-là? C'est en fait, on est allé les courir, là. Tu sais, moi, j'ai commencé la trail, justement, ça fait 2 ans qu'on est allé explorer un peu avec Gab, là, un de mes collègues, là, avec qui on travaille sur ce projet-là. Puis, ultimement, ce qui est hot, le parc de la Forêt-Waro, là, c'est qu'il y a une grosse densité de sentiers sur un plus petit territoire. Fait que tu peux quand même aller chercher des parcours intéressants avec différents aspects, différents dénivelés en couvrant un tout petit territoire. Fait que ultimement, c'était ça. On s'est promené sur des cartes, on a exploré, on est allé courir les sentiers un week-end entre amis. Puis c'est comme ça qu'on a développé les 2 premiers parcours, en fait, le 30 kilos puis le 50. Puis à l'automne passé, on est retourné avec Gab. Puis là, on a développé, en fait, on a ajouté 2 parcours, là, fait que le 20 kilos, qui est un parcours sur 2 jours un petit peu plus accessible. Puis le 65 kilos, le défi 65, qui est comme la distance la plus élevée pour cette année, qui est comme un premier step pour se rendre au 100. Là. On a comme un défi 100 qui s'en vient, mais on y va étape par étape. Fait que le 65 cette année, c'est la plus grosse distance. OK. C'est sage quand même de prendre le temps de... Quoi qu'il y ait des événements comme cette année, l'Ultra Trail Fjord du Saguenay nous a tous pris par surprise en annonçant un nouvel événement, en mettant des très longues distances, puis ça s'est très bien passé, mais ça reste que quand on lance un événement, puis dans ce cas-ci, tu l'avais expliqué au dernier épisode ensemble, Loïc, c'est un premier essai après plusieurs années à rouler le Festival Nord, comme tu disais tantôt, vous êtes devenu un peu dans vos bottines, ça se faisait là, de lancer une nouvelle affaire dans un sport que je comprends que tu le pratiquais depuis 1 an ou 2, fait que ça reste nouveau. Là, ça fait pas 10 ans que t'es là-dedans. C'est ça, tu n'as pas organisé d'autres, fait que c'est sage d'y aller étape par étape, puis en même temps, ça permet que dès l'an 1, tu fais vivre une belle expérience au monde, puis toi, tu survis parce que tu as le goût d'en faire une 2e édition. C'est quoi les différences, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez bonifié, qu'est-ce que vous avez amélioré, modifié de l'événement entre l'an 1 en 2023, puis là, cette 2e édition-là qui se lance pour 2024? Ultimement, il y a 2 additions, il y a 2 nouveautés. Là, on a fait un test là, en 2023, l'année passée, au niveau des distances. On savait qu'on pouvait pas couvrir là,
l'ensemble des distances connues dans les courses en sentier traditionnelles. Là. C'était trop pour une première année. Fait qu'on a comme choisi le 30 et le 50 kilos pour 2023. Mais l'objectif, c'était de rendre ça un peu plus accessible. Fait que dans le fond, on a ajouté une distance, comme j'ai dit tantôt, une course à étapes sur 2 jours, un 20 kilos. Donc, tu peux courir je pense que c'est un 11 kilos la première journée, puis un genre de 8 la deuxième, pour avoir un plus petit défi. Puis, on a rajouté le défi 65. Fait que ça, c'est comme les 2 défis qu'on a ajoutés en 2023. Puis sinon, on a aussi ajouté une autre billetterie, en fait, qui est les épreuves. Donc, c'est pour des gens qui veulent seulement courir une journée parce que, tu sais, on s'en est rendu compte, là. Je pense que de dire qu'une course à étapes, c'est accessible, je pense que c'est un peu se mentir, là. Pour bien du monde, courir 2 jours de suite, c'est pas, quand tu commences le trail, ça reste un gros défi. Donc, en ajoutant les épreuves, c'est seulement une course le samedi. Par contre, c'est pas une admission journalière, donc tu pars pas le samedi soir chez vous. Tu restes le samedi, le dimanche, c'est une programmation complémentaire, donc des ateliers, des workshops, des conférences. Donc, ça reste un week-end où est-ce que tu restes avec tout le monde, mais tu cours seulement une journée. OK, j'aime ça. Fait que c'est comme vivre l'expérience complète d'être là le week-end, de camper, de dormir une nuit, mais pour quelqu'un qui pourrait être un peu effrayé de se dire je me lance sur 2 événements trail back-à-back, ben là, on a une option qui est plus douce, ou encore là, peut-être que ça va faire qu'il y a des gens qui vont se craquer puis vont aller à fond sur cette distance-là, puis les regretter un peu le lendemain matin, marcher croche vers le workshop. J'aime ça. Il y a un côté qui est très accessible. En rajoutant une distance, un défi 20 km sur 2 jours, tu viens chercher un autre type d'athlètes dans notre sport complètement différent, autant pour ceux qui vont vouloir courir très, 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 très vite ou ceux qui sont dans leurs premières armes en trail, ceux qui se plaisent dans ces distances-là. Puis des fois, je dis à la blague que j'envie ceux qui font ces distances-là puis que ça les suffit. Tu sais, Xavier, je vois que tu en as fait de l'ultra du très long. Des fois, on se dit, crème, me semble si un 10 km trail pouvait satisfaire tout ce qu'un 80 fait, me semble que je filerais mieux dans mon corps des fois. C'est clair que tu peux recommencer le lendemain ou sur le lendemain tout de suite. C'est ça. L'intensité. Je blague, mais c'est très cool. J'aime ce côté-là, communautaire, accessible. Toi, Xavier, l'année passée, tu avais participé à laquelle des 2 épreuves? C'était le 50, oui. OK, le 50. Ouais. Intéressant. Fait que comment ça a été cette expérience-là de se lever le 2e matin, probablement un peu raide de la veille, puis de devoir repartir? Ça s'est bien passé, là. C'était pas la première fois que je me faisais moi-même des week-end shots. Donc, ça s'est bien fait. C'est sûr qu'on est toujours un peu, on se demande les premiers kilomètres si ça va comme si les douleurs vont s'atténuer, les inconforts, là. Puis finalement, ça passe, là. Mais tu sais, on est tous dans le même bateau. On s'est fait des chums, puis ça y va, là. Donc, ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui était nouveau, c'est de faire un week-end shot puis de dormir dans une tente, là, ça, j'avais fait, là. On n'est pas dans le même confort que dans notre lit, là. Mais je suis pas quelqu'un, j'aime bien faire le camping, je suis pas quelqu'un qui se plaint, donc mais moi c'était tout pour que j'aime ça, là. Donc ça s'est super bien passé, là, ouais. Puis cool. Je compte y retourner, c'est clair. OK, intéressant. Loïc, si tu avais un coup de cœur, un moment fort de cette première édition-là, c'est quoi qui te vient en tête? Le coup de cœur, bon, il y en a comme 2, là. C'est dur d'en nommer un. T'as le droit d'en dire 2. On a découvert, il y a un gars, c'est Anthony, en tout cas, je pense que c'est comme notre mascotte là, de l'édition 2023. Fait qu'en tout cas, un des participants là, qui avait une super belle arme, en fait, qui était là à l'événement. Puis en tout cas, il nous a fait un beau show le samedi soir lors du spectacle. Fait que, c'est mon premier moment fort. Sinon, je pense que c'est de voir tout le monde, comme tu l'as dit, Xavier, bonder ensemble. Là, tu sais, ultimement, c'est un peu ça qui est hot, là, c'est que les gens ils créent des affinités sur place, les gens se reparlent, tu vois que tu crées des amitiés. Je pense que le moment fort, c'est ça, c'est la différence, en fait, de cohésion entre les gens, entre le samedi puis le dimanche. Le dimanche, il y a vraiment un feel différent. Tu sais, tout le monde arrivait à des moments différents le dimanche, puis il y avait comme une genre de crowd autour de la ligne d'arrivée. Tout le monde s'encourageait, les gens restaient, tu sais, au milieu de l'après-midi pour encourager le dernier coureur qui arrivait. Cette espèce de chimie-là, tu peux pas, en tant qu'organisateur d'événements, planifier ça, là. C'est quelque chose qui se passe en fonction, tu sais, justement, des gens qui sont là puis qui vivent un beau moment. Fait que je pense que c'est cette espèce d'image-là de tout le monde qui se félicite le dimanche. Ouais.
T'espères créer ça, mais tu sais jamais comment ça va se dérouler. Je sais pas, c'est Là, ça. tu le sais que dès la première édition, ça s'est passé. Tu as créé cette espèce de petite magie-là, fait que c'est trippant. Xavier, sans surprise, je me tourne vers toi. Toi, ton moment fort de cette fin de semaine-là, l'année passée? J'en aurais deux aussi à dire. Le premier, ça serait vraiment ça. Là, j'ai découvert des nouveaux amis à cet endroit-là. Que je parle encore aujourd'hui puis que je revois. Donc ça, j'aime vraiment ça, là. C'est priceless, là. Je sais pas comment dire ça. Puis la deuxième, moi, dans mon cas, c'est plus personnel, là. Moi, je le suis encore un peu, là, mais je sors d'une grosse blessure. Je travaille beaucoup là-dessus. Puis c'était la première course, pour pas dire que je coursais, là, pour tester la chose finalement. Donc, puis ça s'est bien passé, là. Pour le reste, c'était comme un week-end choc, la fin d'un gros bloc pour entamer mes courses de la saison 2023. Puis le test a passé, donc j'étais quand même émotif, là, où j'étais très rassuré, très content, là, d'avoir fait ce week-end choc-là, là. Pour ajouter aussi, je me rappelle que moi et mon chum, JP, on s'est rendu à l'événement en vélo en plus. Ah ouais. Ouais. Ouais, faut en profiter parce que c'est dans notre coin. Donc là, on s'est dit, on va y aller en vélo. Très fort. Écoute, force est d'admettre que ça a bien marché ce week-end choc-là pour te préparer pour la suite parce que tu as enchaîné ça avec une victoire sur le 50 kg de l'Ultra Trail Fjord du Saguenay et une grosse 5e place sur le 42 km Saint-Siméon à l'UTHC qui est extrêmement compétitif. Fait que ça a fini fort la saison. Ouais, j'étais vraiment content, là. C'était comme une belle surprise, on pourrait dire, là. C'était une belle bataille, là. Ouais. J'étais très content, là. Ouais. Très cool. Qu'est-ce que tu as au calendrier cette année? Est-ce que tu peux nous révéler, là? Je me suis inscrit encore à aucune course officiellement. Ah, OK. C'est fun, un canevas vierge, une page blanche. Ouais, exact. En gros, c'est la raison pour laquelle c'est plutôt parce que c'est la confiance qui a mangé une claque là, avec ma blessure. Donc là, j'ai découvert. Moi, ça fait pas longtemps que je cours, là, que j'ai découvert ce sport-là. Là. J'ai découvert ça en 2021. Là. Okay. Puis j'ai pas aucun background de course non plus. Là. Donc, je pense que c'est un peu comme ça, comme pour la majorité des gens, là, ça va bien. Puis à un moment donné, quand ça va mal, là, c'est comme t'as pogné un plateau. Puis donc, on augmente les distances, mais là, à un moment donné, moi, dans mon cas, je me suis blessé, puis je suis un peu encore dedans, donc ça me tente pas de l'empirer. Donc, je prends comme pas un break, mais j'attends que ma fondation se refasse comme béton avant d'aller plus loin. Là. Très, très sage. C'est une bonne façon de faire. Merci. Loïc, je rappelle que le Festival Nord, pas le Festival Nord, mais l'épisode Trail de Nord a lieu du 12 au 14 juillet, c'est ça? Oui, c'est ça. La billetterie, c'est déjà ouvert? Oui, billetterie, c'est ouvert en pré-vente. Il y a une pré-vente là, qui s'étend jusqu'au 7 mars. Donc, je rappelle que vous avez 4 épreuves en mode week-end choc ou en mode course à étapes. Donc, le défi 20, donc 20 km en 2 jours, le défi 30, le 50 et le 65. Il y a des options pour faire des courses individuelles. Il y a une programmation sur le site épisode au pluriel Nord avec 2R.com. Vous avez toutes les infos là, mais les gars, ça a été vraiment très cool de découvrir cet événement-là, ou en tout cas de le vivre à travers vos deux expériences, celle d'un organisateur, celle d'un coureur. Merci de votre temps aujourd'hui. Merci Yannick. Merci Yannick. Moi, comme d'habitude, je termine l'épisode en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, Capic 1, Ubal, les partenaires liquides du podcast. Puis merci les gars, puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.